Vous êtes, et c'est pas pour vous saucer les gars, parmi les meilleurs sales que je connais, de très loin. Comment on vend en 2023? Je commencerai par dire que je pense qu'en 2023, on vend en fermant sa gueule, premièrement, et en ouvrant grand les oreilles, et petit à petit en essayant de comprendre non pas ce que le prospect veut, mais ce dont le prospect a besoin, parfois même sans qu'il s'en rende compte. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Massi. Je vais un peu plus loin parce que j'ai une philosophie à propos de la vente un peu spécifique. Moi, j'aime bien dire que se faire acheter, c'est mieux que de vendre. Un excellent vendeur, ça se fait acheter. Un bon vendeur, ça vend. Donc, comment on fait pour passer d'une étape 1 à une étape 2? Très bon format sur la phase de découverte, reformulation. Et effectivement, déjà, le but, c'est qu'en fait, quand quelqu'un vient à toi, il n'a pas conscientisé réellement son problème. Sinon, il n'aurait pas de problème. Donc, déjà, ton rôle, c'est de lui faire comprendre que tu as compris son problème mieux que lui. Sur cette phase, on est d'accord. Mais sur l'enchaînement de la suite, je vais plutôt être dans un aspect où on doit laisser le choix et le pouvoir de décision à la personne en face de nous, sans même avoir besoin de se prendre la tête sur quoi que ce soit. On déroule, on avance, et c'est eux qui choisissent. Parce que en soi, si tu es en position de force, dans le sens où tu as suffisamment bien fait le travail en amont sur ce que tu as pu expliquer, tu as quasiment un micro-travail à faire de closing seulement sur la partie qui va être génération de confiance. Parce qu'en fait, le seul truc qui manquera, c'est pas ton déroulé, c'est pas ton pitch, c'est pas ton offre, c'est pas tes concurrents. Et je pense que ça sert à rien de rentrer en conflit. Le seul moment qui va être le plus important et le plus primordial, c'est un rappel de l'objectif que tu as pu déceler avec lui, pour être bien aligné, de ce qu'il va avoir à la fin sur la partie, on va dire, réalignement des ambitions. Et une fois que ça s'est fait, est-ce que la solution, c'est la bonne? Oui, ok. C'est lui qui l'a choisi. Comment tu veux que par principe de mauvaise foi, ils disent non, je la veux plus? Il peut pas. Donc en fait, naturellement, tu l'emmènes doucement vers son choix à lui, car il est le maître de son propre destin, dans lequel tu fais partie d'un beau chemin et sur lequel tu vas l'accompagner le plus long terme possible. Vous parliez donc d'empathie, de questions, de vraiment comprendre le problème. Comment vous faites pour vraiment comprendre le problème? Parce que voilà, on part du principe de base qu'il faut poser des questions, mais comment on pose des bonnes questions, tu vois? Les questions, je pense que c'est un peu la force du Jedi version sales, tu vois. Et surtout, si on veut poser des bonnes questions, il faut, à mon sens, abandonner l'idée que c'est des armes pratiques. C'est-à-dire que tu peaufines tes skills de questions, que c'est un art manipulatoire. La question, c'est, tu sais, les mecs qui cherchent de l'or dans les rivières, là, qui remuent leur tamis des heures, c'est ça les questions. Poser des questions, c'est faire ça de manière intelligente et bien coordonnée. Et le but du jeu, c'est de faire sortir le plus de matière de ton prospect. Si tu peux l'orienter dans un secteur qui t'arrange, c'est bien, mais si tu l'orientes trop, tu vas pas obtenir des réponses qui sont authentiques et vraiment bio, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, tu vas prendre des actions, des décisions sur des choses que tu as un peu orientées. En fait, il faut que tu sois le moins impliqué possible dans la recette de la réponse qui t'a été donnée. Donc, pour ça, on pose des questions. Alors après, il y a c'est pas du bullshit, mais c'est un peu une science un peu trop easy de fermer, orienter, questions à choix multiples, questions. C'est bien, parce qu'à un moment donné, il faut aussi serrer les infos et avancer. Mais poser des questions, c'est remuer le prospect pour qu'il te donne de l'info et essayer d'être vachement attentif à ce qui en sort et utiliser une info pour aller accéder à une autre. Moi, j'ai la métaphore du billet de train, c'est-à-dire que tes questions, c'est un billet de train, tu rentres dans un train, le train, il va t'emmener quelque part. Le but du jeu, c'est de jamais arrêter de prendre des trains et des trains et des trains pour arriver à ta destination finale. Et il faut s'entraîner. On connaît tous ici peut-être Dale Carnegie. Okay, il faut s'entraîner dans votre vraie vie à poser des questions à des gens à qui vous voulez rien vendre et à essayer de les faire parler le plus longtemps possible et de les emmener d'un point A à un point Z juste avec une question ou deux. Et après, c'est là où on se rend compte à quel point on génère des ingrédients pour nos prochaines questions et nos avancées dans le process de vente. Je sais pas si ça répond à ta question, justement. C'est vraiment cette idée d'écoute active, quoi. En gros, l'idée, c'est de poser une première bonne question en mode, voilà, concrètement, pour qu'on discute aujourd'hui, par exemple, ou qu'est-ce que tu as compris de telle thématique? Voilà, qu'est-ce que tu as compris du product? Voilà, c'est quoi le product pour toi? Tu t'adresses à un CEO, je sais pas. Donc des questions très larges mais qui te permettent d'entamer la discussion. Et après en fait, par écoute active, donc justement, tu vas récupérer un mot-clé dans tes questions, tu vas identifier un point à investiguer, une zone d'ombre dans la réponse de ton interlocuteur et tu t'en sers comme matériau pour ta question suivante et en fait tu pars en boucle comme ça. Donc c'est comme ça que tu fais une bonne découverte, quoi. Si tu lui fais pas confiance. C'est un peu dur à assimiler, mais la confiance, c'est pas une marque de respect ou de valeur. C'est un choix que tu vas délibérément faire d'adhérer à une réalité à une autre. Ton prospect, en
particulièrement si on est sur une relation qui est extrêmement récente, voire à peine construite, il va pas du tout te montrer la réalité. Dans le film La vérité si je mens 2, il crée une fausse usine, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène, et à un moment donné, il y a une pièce avec marqué comptabilité, et en fait, c'est une espèce de dépotoir, ils ont mis toutes les carcasses de trucs qui servent à rien. Et bah, ton prospect, ces pièces-là, il va pas te les montrer. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, en gros, c'est ton prospect, il va t'ouvrir des portes qu'il a envie de t'ouvrir, parce que ça le fait kiffer, parce que ça le met en virtue signaling, parce que ça bâtit sa légende, ou tout simplement parce qu'il a, lui, dans sa déduction, l'idée que c'est ce que tu veux, sauf qu'il a une interprétation qui peut être biaisée. Ton job, c'est d'essayer de sentir quand tu passes devant une porte qui veut pas t'ouvrir. Ça veut pas dire qu'il va faire que ça. Mais quand tu le sens, il faut essayer d'aller ouvrir la porte. Ça demande un peu d'habitude et de finesse, mais parce qu'en réalité, c'est là que les bonnes réponses se trouvent, surtout quand on est face à, dans un process de vente, de solutions, de choses qui vont problem solving, etc. Parce que les problèmes vont être derrière les portes qu'on veut pas ouvrir et pas derrière les portes qui sont grandes ouvertes en général. Et comment tu identifies ça? Qu'il y a du mytho? C'est pas forcément qu'il y a du mytho. non-dit ou du non-dit. Ouais, c'est plus ça. Ouais. Mais ça va être. On peut pas trop s'empêcher quand on est dans une conversation agréable, je crois, de laisser traîner des infos. Type, on a tout repris de A à Z avec Jean-Michel. Alors, je te cache pas que ça a été, on n'est pas passé loin du burn-out. Et puis après, hop, on part dans une description de je sais pas quoi. On n'est pas passé loin du burn-out. Ça peut vouloir tout rien dire. Évidemment, il y a des choses qui vont être là pour étoffer la légende du prospect, mais dedans, il peut y avoir des choses ultra puissantes. Et lui, il s'attend pas forcément à ce que tu reviennes. Mais en vrai, au plus profond de lui, s'il a laissé traîner le truc, c'est qu'il a un petit peu envie quand même que tu saisisses le billet, tu vois. Et si tu arrives à creuser ça qualitativement, tu peux très bien tomber sur des informations qui t'intéressent. Si c'est pas du tout une direction qui va être cohérente avec ce que tu vends, te prends pas la tête à monter sur des pistes. Mais les bons sales réécoutent leur call. Je connais aucun grand sales qui se réécoute pas. Et Big up à Mojo. Ouais, de ouf. Big up à toutes les solutions qui nous font avancer. C'est le meilleur Mojo. Il y a peu de calls où tu te rends pas compte que tu as loupé une petite porte comme ça. Mais c'est en s'habituant à réécouter qu'on est un peu plus aux aguets. Ok. Avant même les questions, c'est une question d'environnement. Parce qu'en fait, l'environnement dans lequel tu évolues, il joue sur l'influence de tes réponses. Et la réalité, c'est qu'en fait, au début d'un call, il faut arrêter de se prendre la tête à vouloir poser des questions. Il faut juste créer un cadre. Un cadre, ça veut pas dire être funny, chaleureux, parce qu'attention, les sales qui rigolent trop, c'est pas des sales qui vendent l'équipe, d'accord? Le sourire, il est adapté à certains profils psychologiques. Il y a d'autres profils psychologiques qui vont avoir besoin de rigidité. C'est pour ça que les meilleurs team sales sont composés de personnes totalement atypiques. Parce qu'en réalité, on peut pas avoir des répliques humaines qui vont avoir un comportement incohérent avec leur façon d'être naturelle. Donc, on doit d'abord créer un environnement propice au profil psychologique qu'on a en face de soi. Pour le déceler, c'est con. On lui demande juste qu'est-ce qui s'est passé hier, comment il va, etc. Il y en a qui vont aller déblatérer et raconter leur vie naturellement. Ça va ouvrir des portes qu'on pourra aller enfoncer quand on la sent. Ça, c'est plus du feeling, c'est du travail. Et à force de le faire, tu commences à voir quand quelqu'un veut te cacher quelque chose. Entre guillemets, d'accord? Là, c'est très négatif, mais en soi, c'est pas qu'il veut le cacher. Dans son esprit, à lui, il préfère laisser fermer la porte. Il se rend pas compte qu'il est en train de vouloir le cacher, c'est inintentionnel. Mais quand ça se fait, ça se sent. Et quand ça se sent, bah, nous, notre rôle, c'est de mettre les pieds dans le plat. C'est pas d'avoir peur. On prend sa bonne paire de balls et on y va franco. D'accord? Désolé pour les filles qui écoutent. Il y a des filles qui ont des paires de balls, ça ouais, pas de problème. Voilà, on s'est compris. Ça, c'est le premier sujet. Donc, on détermine le profil psychologique de la personne. Ensuite, comment on pose des bonnes questions? Bah, en fait, on fait comme dans la vraie vie. On s'intéresse pour de vrai à l'autre. On arrête de penser à sa gueule. On arrête de penser à sa vente, en fait. Dès qu'on pense plus à sa vente, on pose des bonnes questions. Dès qu'on s'intéresse vraiment à quelqu'un d'autre, déjà, quand on parle à quelqu'un, bah, on le regarde. Ce serait une première des choses. Donc, le langage corporel avant le langage de la langue. C'est très important. Il y a ce qu'on dit, qui représente que 5% des conversions en général, en moyenne, dans une vente. Et il y a le paraverbal, le non-verbal. Moi, je le répète souvent, mais c'est 95% de la transformation. Comment vous vous comportez? Est-ce que vous êtes cohérent? Votre langage corporel, il parle mieux que votre propre bouche. Est-ce que vous êtes impactant? Est-ce que vous vivez le moment, en fait? Soyez pas spectateur du moment. Et quand on vit ce moment, c'est impossible que quand il met du cœur, bah, les gens s'ouvrent pas à toi, en fait. Parce que tu t'ouvres à eux avant qu'ils s'ouvrent à toi. La réciprocité fera le travail. Et parfois, c'est dur. Parce que, ouais, on a des profils psychologiques, tu le sais. Mec ultra rigide. Désolé, on va des un portrait tout con. T'adresses des DAF. Ils sont un peu tendus. Ça fait partie du métier. Bah, ton rôle, c'est de le détendre. Et au pire, s'il veut rester tendu, bah, va falloir le détendre. En fait, il n'y a pas d'option, les gars. C'est à lui de rentrer dans votre cadre. C'est pas à nous de rentrer dans le sien. Sinon, c'est lui qui lead. Et si c'est lui qui lead, c'est lui qui choisit. Donc, c'est pas vous qui vendez. Et encore pire, vous faites même pas acheter. Parce que pour le coup, il va juste regarder quoi? Pas qui t'es, pas ta valeur, pas ton parcours,
pas la relation humaine et l'émotion qui a été générée. Il va juste regarder très froidement, prix, solution, concurrent. Et il choisira un prix. Et ce sera de votre faute si en plus de ça, derrière, il se fait avoir par une des boîtes du marché qui potentiellement est moins bonne, potentiellement fait pas le travail. Et en vrai, tous ceux qui perdent leur deal et qui s'en plaignent, bah en fait, pleure sur toi-même et réfléchis bien correctement à comment toi, tu t'es comporté. Parce que c'est toi qui as induit le comportement final de ton prospect. Et pas l'inverse. Tu as mis là sur un truc super important. C'est une notion de verbal, donc ce que tu dis, hein, vraiment le contenu de ce que tu dis, le périverbal. Donc, para. t'as le péri-para. Le péri, c'est comment tu le dis. Et le para, c'est ton ethos, quoi. C'est ton comportement, c'est ta gestuelle et tout. Et en fait, ça relève d'un truc, c'est la notion d'ingénierie relationnelle. C'est-à-dire qu'avant tout, avant d'être dans une logique transactionnelle, il faut être dans une logique relationnelle, c'est ce que j'en comprends, où l'objectif, c'est de créer du lien avec l'interlocuteur, ce lien ayant pour but de projeter la relation dans la durée et de créer un lien de confiance suffisant, structurel, donc vis-à-vis de ta boîte, interpersonnel vis-à-vis de toi, et ensuite vis-à-vis de in fine vis-à-vis de ton produit, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Et donc, ça peut être vraiment vite un sacré bordel quand surtout face à un interlocuteur avec qui dans l'absolu t'as pas d'atome crochu. Bah prenez l'exemple d'un DAF, quelqu'un avec qui t'irais pas nécessairement boire des coups, tu vois. Comment est-ce que tu fais pour être, tu vois, effectuer cet entre-deux entre du transactionnel, du relationnel, créer du lien avec quelqu'un avec qui t'irais pas. En vrai, ouais. La meilleure réponse, demande à Basile et il te réoriente vers une autre boîte, celle qui te correspond. Il y a 1 milliard de boîtes sur le marché. Arrêtez de rester dans la même. Si vous y êtes pas bien, bah partez. Il y a des produits, des dirigeants qui ont des personnalités aussi. Et si elles ne matchent pas avec les vôtres, c'est pas grave en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de concurrents et qu'un marché, c'est sain. Il n'y a pas des ennemis. Non, c'est pas antinomique un marché. Les gens qui le composent sont pas antinomiques. Ce qui compte, c'est juste de trouver ce qui est aligné avec tes valeurs profondes. Donc avant de chercher qu'est-ce que tu vas vendre, cherche-toi toi-même. Comprends ce que t'aimes pas. Tes vraies aspirations. Pose-toi des vraies questions. Va pas faire le truc banal à l'arrache. Non, c'est important. Parce qu'une fois que t'es aligné, tu seras un performeur. Si t'as pas d'alignement, tu seras moins bon que celui qui est aligné et qui est tout aussi bon que toi. Donc, tu seras pas le top performeur de cette boîte. Et si tu as des ambitions, quand t'es vendeur, c'est important. Désolé pour tous les vendeurs qui ont pas faim. Les gars, changez de métier. J'en ai rien à foutre de frustrer les gens. C'est pas fait pour vous. Si vous venez pour tirer un micro salaire, la vente, souvent, c'est déplafonné. C'est fait pour bien gagner sa vie. C'est fait pour devenir agréable et allier l'utile à l'agréable, bien sûr, parce que c'est un métier complexe, fatigant. Basile en parle souvent, c'est pour ça que je le montre. Il sait très bien ce que t'as 99% d'efforts, 1% de résultats. Mais en fait, ton ultra focus, c'est les résultats. Parce que tes efforts, ils doivent pas être court-termistes. Faut aussi se rendre compte que quand tu prenons un bizdev classique maintenant, format Startup Nation, you know. On va se dire ça. Son rôle, c'est quoi? 90% du temps. Il croit que son rôle, c'est de vendre. Son putain de rôle, c'est de créer des putains de relations pour que dans le long terme, son putain de pipeline, il finisse par tomber. Pas dans le court terme. On s'en fout. Les 3 premiers mois, je préfère un vendeur qui est claqué au sol, qui vient me voir, qui me dit, j'ai généré X relations pérennes. Attention, une relation humaine, en fait. C'est important à préciser. Et donc, on vient pas niquer autrui. On vient apprendre à le connaître. Parfois, il y a des relations où tu auras perdu du temps parce que c'est pas le bon moment. Mais tu l'auras pas perdu parce que ça reviendra au bon moment. Et ça, on le maîtrise pas. C'est un des trucs qu'on maîtrise pas dans la vente, c'est le momentum. Quand on attaque un marché, quand on prospecte, on ne peut pas arriver pile poil au bon moment. Mais notre rôle, c'est pas d'arriver au bon moment et de pousser nos produits. Notre rôle, c'est juste de créer des relations avec des interlocuteurs dans notre cœur de cible. Une fois que ça se fait, bizarrement, il y a l'effet snowball effect qui arrive et tous les meilleurs vendeurs, tout le monde se dit pourquoi il bosse moins que moi et il performe. Parce qu'il a tellement mieux charbonné que toi au départ que maintenant, il profite enfin de l'usufruit et de ce qu'il a planté, qui est devenu un beau pommier. Il a juste à aller cueillir. Mais ça se fait quotidiennement. C'est un peu comme à l'armée. Ça fait pas plaisir à entendre à certains, mais il faut travailler. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas de raccourci, il y a juste de l'effort, du temps passé et de l'intérêt réel pour autrui. Et si tu te lèves que le matin, t'as mal au cul, tu vas pas prospecter, tu vas laisser faire autre chose, tu vas te focus sur une autre tâche, tu vas faire en sorte de plus avoir mal au cul pour aller faire une bonne phase de prospection agréable en phase d'après-midi. Parce que quand tu crames une piste, tu la crames quasi à tout jamais. Donc tu la crames pas. Et tu fais ça avec attention. Tu seras donc une référence. Et quand tu seras une référence, tu vas même commencer à avoir de l'organique alors que t'es vendeur.
Moi, ça m'est arrivé par le passé, quand j'étais chez Publicis, tu vends à des mecs qui te disent, au final, je suis pas intéressé, mais tiens, c'est quoi, j'ai lui qui veut, et c'est exactement le bon moment pour lui, go. T'as des ventes, le mec, tu l'as même pas consulté, elle te tombe dessus. Et ça va venir que parce que t'as compris une seule chose, c'est de l'humain. C'est pas de la vente. Parce qu'en fait, on se vend tous toute la journée. On se vend des podcasts, on se vend, t'as acheté un tapis, le mec il te l'a vendu, marketingment parlant, on vend notre image de marque, on vend plein de choses toute la journée. La vente, c'est une composante essentielle de l'humanité. Faut juste être capable de comprendre qu'en fait, faut pas faire de séparation. Et une fois que tu fais pas cette séparation et que tu penses juste au bien-être d'autrui, normalement, naturellement, t'as des résultats. Donc là, on a qualifié. Moi, je vois le truc comme un entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, c'est très nébuleux. Donc, tu vas poser des questions très larges. Là, tu es vraiment dans la création déjà de la relation et tout. Mais tu as besoin de cerner le problème. Tu as besoin déjà de cerner s'il y a un problème. Donc là, tu es dans le si. Quand tu es dans l'entonnoir, tu es dans le si. Est-ce que on a un problème? Enfin, est-ce qu'il y a un problème qu'on peut résoudre? Est-ce que il y a la solution qu'on peut apporter résout le problème potentiellement? Est-ce qu'on a envie de bosser ensemble? Donc là, tu es dans le est-ce que. Et ensuite, quand tu rentres dans le tunnel de l'entonnoir, dans le goulet, là, tu es dans le comment. Donc là, tu as validé qu'il y a un problème, tu as validé que la solution fit avec le problème, tu as validé qu'on a envie de bosser ensemble. Donc là, on n'est plus dans le si, on est dans, maintenant, logistiquement, comment on s'organise. Moi, c'est vraiment comme ça que je visualise un cycle de vente, quoi. Je vois. Et en fait, ça te permet de précadrer le truc pour faire en sorte que, à partir du moment où t'es rentré dans le comment, t'as un effet cliquet de, ah non, mais de toute façon, on a coché on a coché tous les si. Donc, c'est bon, maintenant, ça, c'est validé. Oui. On a validé qu'on voulait bosser ensemble. Donc, maintenant, comment on fait? Et ça t'évite, justement, moi, c'est un truc qui m'est arrivé tellement de fois quand je débutais. Ça fait un moment que j'ai pas vendu, mais j'observe ce qui se passe dans ma team sales. C'est un truc qui m'arrivait tout le temps. C'est-à-dire que tu penses être arrivé au bout, et en fait, il y a des si que t'as pas encore coché. Et là, c'est l'horreur parce que tu repars de zéro. C'est horrible. Donc vraiment, cet effet cliqué, il est super important. Mais par contre, ça dit pas comment faire aboutir derrière la vente, quoi. Comment vous faites, vous, pour faire passer à l'action quelqu'un qui, avec qui vous avez validé tous les si, avec qui vous êtes dans le comment, avec qui vous êtes dans le traitement de l'objection, mais qui, vous sentez qu'il y a une réticence parce que vous le connaissez, hein, la sacro-sainte méfiance franco-française de faut qu'on y réfléchisse et tout. Comment vous transformez une hésitation en action, mais vraiment sereine, quoi? Je pense qu'en fait, on s'est tous posé cette question-là et on a tous poncé Google au début de nos carrières sales pour trouver la formule. Et en fait, la seule bonne formule, c'est de renoncer à cette question. Parce que là où il y a hésitation, là où il y a friction, là où il y a besoin de reconfirmation, de réassurance, et là où même où il y a objection, on n'est pas dans la partie du comment. On n'y est pas encore. C'est qu'on a voulu aller trop vite et parfois ensemble. C'est-à-dire que parfois, le prospect nous donne des signaux qui nous font de manière totalement légitime penser qu'on peut aller à l'étape d'après. On va poser des questions ultra béabatiques en mode « Ok, on est d'accord, on y va. » Oui. Sauf que c'est des questions qui sont un peu faciles et auxquelles on a du mal à répondre non quand on est le prospect parfois. Il faut faire vachement gaffe à toujours laisser... C'est comme les gens qui prennent du feedback sur des produits qui sont en train de builder. Si on pose la mauvaise question, on a la mauvaise réponse. Donc, il faut vraiment avoir une approche. Moi, c'est comme ça que j'ai changé mon game sales en termes de... Alors, le closing, pour moi, c'est un phénomène qui n'existe pas vraiment, mais c'est dans la vente, dans la grande vente, dans la grande vente B2B, SaaS, etc. Si je te vends des trucs à 9 € au téléphone en one shot, oui, il y a du closing, etc. Mais dans le B2B, ça c'est compagnie. Pour moi, le closing, c'est juste à un moment donné, c'est comme la mort dans une vie, tu vois, c'est pas toi qui as décidé de ce qui allait se passer. C'est une évidence. C'est la phase du réalignement. C'est une conséquence. Ça vient naturellement. Exactement. Mais en dehors de cette phase-là, il faut prendre toute ta phase de découverte et de traitement comme un produit, comme un MVP. Bon, MVP ou pas, mais en tout cas un produit que tu veux parfaire. C'est ça ton jeu. C'est ça ton catalogue de talents. Et donc, quand tu arrives dans la dernière phase qui va sanctionner un peu, c'est un peu comme ton grand juré, c'est un peu comme ta soutenance quand tu passes un diplôme, cette dernière phase, tu vas manger dans la gueule des conséquences positives ou négatives de la qualité du travail que tu as fourni en amont. Si tu te fais rembobiner par le prospect et que tu es obligé d'aller recliquer des trucs en amont, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu le fais, peut-être que tu vas casser le potentiel du deal à cause de soit de la négligence, soit de l'oubli, soit tout simplement de l'inexpérience que tu avais sur ce point. Par contre, si tu veux oser prétendre rester dans le game du sales, tu me notes ça
et tu travailles dessus et tu me parfais ton jeu et le prochain combat que t'as entre guillemets avec un prospect, tu te fais pas avoir sur les mêmes clics à chaque fois. Tu comprends? Moi, je comprends pas bon, c'est toujours la même définition récurrente d'Einstein qui dit que si tu fais les choses de la même manière systématiquement en espérant des résultats différents, c'est que t'as un petit problème. Mais sauf que c'est la vie de 90% des sales. Ils font les mêmes découvertes, ils font les mêmes qualifs, les mêmes traitements d'objections, pas parce qu'ils le veulent, parce qu'on leur impose une espèce de truc un peu par la boîte. Plus 1, plus 2, process, mais blablabla. ils ont quand même une responsabilité. C'est la pire chose. Il y a pas un métier qui est pas plus permissionless que le sales. La vérité, je connais aucun manager où vraiment faut être des fous furieux qui regardent tous les calls de ses sales. Déjà, je connais très peu de managers qui regardent les calls de leurs sales. C'est-à-dire que le sales qui dit « Ah mais non, mais moi je respecte mon script parce qu'on m'a dit de faire comme ça et je veux pas me faire virer. Mais c'est pour ça que je vends pas et que je close pas. » Mais t'es pas sales, mec, t'es juste pas là, t'es pas au bon endroit. Va faire du fromage de brebis, enfin, fais un truc qui te fait kiffer. Par contre, un sales qui veut taper des scores, il peut pas buter sur un truc comme tu l'évoquais tout à l'heure de « Ah putain, je pense avoir coché ça et je me fais embobiner par le prospect » et pas l'implémenter et intentionnellement le modifier et le pratiquer dès que possible dans un prochain call, tu vois. Donc, plutôt que de se poser la question de c'est quoi la clé de bras magnifique qu'on peut rentrer un prospect hésitant pour le passer en phase d'accepter le deal, etc. Attention, il y a des prospects, il faut accepter ça. Il y a beaucoup de sales qui veulent pas entendre. Il y a des prospects qui sont inclosables. Ben oui. Ils ont tous les paramètres. Ils ont même plus les paramètres que le plus évident des clients. Et tu sauras jamais pourquoi tu les closeras jamais. Donc ça, il faut l'accepter. C'est un déchet, c'est un bug, tu vois. Mais en dehors de ça, si t'as de la résistance, c'est le profil psychologique. Ouais, mais il y en a qui sont fous. Après, il y a des mecs qui sont là, qui veulent juste regarder. Il y en a, ils sont fous. Ouais, c'est le mec, tiens, tu fais quoi dans la vie ? En tout cas, il y a un paramètre qui t'échappe et que tu n'auras jamais, même avec 5 ans de fréquentation du prospect. C'est mort. Mais en tout cas, si t'as de la résistance dans cette dernière phase, c'est que t'as pas bien bossé dans les précédentes. C'est pas grave, tu vois. C'est vrai. Mais ton seul job, c'est de sortir soit tu sais, t'as failli te casser la gueule et finalement t'es retombé sur tes pieds, estime-toi heureux et surtout implémente ce que t'as appris. Et si tu te casses la gueule, utilise la douleur pour te rappeler que le prochain coup, faut surtout pas que tu repasses par là. Ouais. D'ailleurs, c'est pour moi la seule bonne raison de virer un sales. C'est quand il est clair et précis pour tout le monde qu'il a commis une erreur, un oubli, une négligence évidente qui a mené à l'échec d'un deal et que le call d'après, il me refait la même. Pour moi, un sales qui fait ça, c'est une fois, 2 fois, salut. Enfin, je veux dire, à un moment donné, le reste, on sait que c'est de l'impro, du freestyle et voilà. C'est intéressant. Moi, pour rebondir, je suis d'accord avec toi, parce que je dis souvent aux sales, une fois, c'est une erreur. 2 fois la même erreur, c'est une grosse connerie. Une fois, c'est une erreur, 2 fois, c'est une faute. Voilà. C'est pas... Mais ça, c'est dans tous les métiers. Hein, il faut donc être juste capable de se remettre en question, et on va rentrer dans le terrain de l'ego. L'ego des sales. Grand sujet. J'ai une culture, tout le monde la connaît, sur ceux qui me suivent sur LinkedIn, c'est le no ego for bingo. C'est ça. Je le sors pas de nulle part. Punchline, elle m'a sidéré. C'est la vérité. J'attendais pas le bingo, en fait. Ouais, les gars, je suis toujours en train d'innover. On va pas rester dans les trucs banals. Mais no ego for bingo. Si vous avez pas d'ego, si vous le mettez plus bas que le tapis, vous le rentrez dans le sous-sol, le mec d'en face de vous, il a beau en avoir, il va rabaisser le sien. Il va se dire, le gars s'en bat complètement les couilles. Et comme il s'en bat les couilles, je vais lui dire des vraies choses. Donc ça part déjà de là, pour une bonne découverte. Enlevez le petit combat, la psychologique, humain. C'est moi qui gagne, c'est toi qui lead. On s'en bat les couilles qui lead. Ce qui compte, c'est qu'on oriente le sujet sur ce qui nous intéresse. On n'en a rien à foutre de la dynamique psychologique qui se cache derrière. Ce qui compte, c'est ce qu'on peut en faire ressortir. Pour reprendre ce que tu as dit, grave d'accord avec toi. Et pour reprendre ce que toi t'as dit, parce qu'en fait, ce que tu fais ressortir, c'est que c'est un problème de process. En réalité, c'est même pas un problème de sales. Et souvent, comme dans beaucoup de choses dans le monde, c'est souvent ceux qui sont en bas de l'échelle qui ramassent. Mais le problème, il est stratégique. Le problème, il vient d'en haut. Et ces gens-là qui veulent pas se remettre en question, parce qu'en gros, ils ont foutu un putain de process éclaté au sol, et j'en vois toute la journée, donc j'ai l'habitude. Il fait forcément foncer droit dans le mur, il crée de l'usure, il crée de la fatigue, il crée pas de plaisir. Et vendre, c'est cool, hein. Je sais pas pourquoi, en France, on a transformé ça comme une sorte de cauchemar, un enfer sur Terre. Vendre, ça tue. Vendre, c'est juste découvrir des gens, faire du kiff, apprécier autrui et apprendre à les connaître. Ça, c'est la vente type. T'es passionné par les pizzas, t'es napolitain et avec ton frère jumeau, t'ouvres une pizzeria où tu mets ce que tu veux dans les pizzas, tu l'appelles comme tu veux, tu t'éclates tous les jours et t'es amoureux de tes clients.
Ça, c'est la vente comme toi et moi on l'entend. Sauf que la vente, comme on la pratique dans 99% des boîtes, des startups et tout, c'est du Domino's, du Pizza Hut et compagnie. Exactement. Il n'y a aucun mec qui assemble des Domino's Pizza qui s'éclate dans son taf. Mais pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme tu dis, ça vient d'en haut, c'est processisé par des gens qui n'ont pas de skill et qui veulent des choses scalables, ce qui pourtant est possible tout en faisant de la qualité. Mais encore une fois, je reviens sur le truc de permissionless du sales. J'ai jamais vu un sales qui a pris une initiative qui paye, qui s'est fait virer ou à qui on n'a pas autorisé de scaler dans sa propre pratique son initiative, voire de l'implémenter dans toute la team. Tu vois. Je suis d'accord. Donc, en vrai, les sales, c'est les gens les plus libres d'une boîte. C'est juste que comme le moindre mouvement, la moindre initiative... Surveiller. Non, mais surtout, a un impact financier, en fait. Le sales, quand il fait un bon mouvement, il y a de l'oseille. Quand il en fait un mauvais, il n'y en a pas, tu vois. T'as une aversion à la perte, quoi. Exactement. C'est-à-dire que forcément, quand t'es cantonné à une baseline, même médiocre, de 10% de closing, et t'as une aversion énorme à tenter quelque chose qui potentiellement va faire baisser cette baseline. Et donc, je pense que c'est ce qui fait tétaniser la majorité des sales, quoi. Si t'as 10% bien sûr, de closing, bien pose-toi sûr. plutôt la bonne question de ça va durer combien de temps, hein. Je serais quand à 5. Donc en fait, c'est le pire moment Ah non, mais pour ne pas tenter quelque chose. Ouais, c'est Et clair. ça, j'en vois beaucoup trop sur l'aspect sécuritaire du sales. Le problème, c'est pas un problème de performance. Le problème, ça reste encore un problème de process. Et d'ailleurs, toi, tu vois la vente en entonnoir. Moi, je la vois comme un losange. Ok. En fait, point de départ, on a un faux problème énoncé par un prospect. On le fait ressortir. On en a plein. On va sélectionner, faire ressortir et ensuite refermer. Ok. C'est plus comme ça que je le frameworkise, même si j'en ai pas encore parlé, mais je le ferai. Ok. Ouais. On fera un combat de framework. Ouais. Non, mais dans le sens, je pense qu'il veut dire, c'est comme tu es obligé de Ouais. creuser, Ouais. tu vas élargir. Ouais, c'est ça. T'élargis avant de rebooker. Ouais, tu fais tes fouilles, en fait. Alors que si tu prends un funnel, en réalité, ça fait vraiment juste je viens fermer. Ouais, Mais oui. c'est pas vrai parce que quand il arrive, le prospect, il vient vraiment d'un point et il vient pas d'une zone d'horizon. Il vient pas d'un trait, d'une ligne d'horizon. Il vient vraiment d'un point qui n'est jamais le bon. Et ton rôle, justement, c'est d'élargir pour faire ressortir ce qui est bon de ce point. Et après, on vient ressortir. Et le problème du funnel, c'est justement ça. C'est que tu pars d'une horizon et en fait, tu trouves jamais le vrai problème. Comme De toute tu façon, trouves tu pas peux- le vrai problème, t'as pas de Ouais. vente. Tu peux pas te fier à ce que ton prospect te dit jusqu'à ce que tu attaques la partie de à quelle adresse on envoie la facture du devis, tu vois. Avant ça, tu prends tout de manière très théorique et de manière très avec beaucoup d'indulgence sur les biais, tous les biais auxquels il est exposé. Enfin, parfois ton prospect il a l'impression de comprendre ce que tu fais, il comprend mais même pas 1% de ce que tu fais, mais c'est ton job de le capter et de t'en rendre compte et de pas l'enfoncer dans ce truc-là et de te fier à ses réponses. Moi, ça m'est arrivé. Ça, c'est des trucs que tu peux constater quand tu fais de l'anti-vente. Donc, l'anti-vente, en 2 mots pour les gens qui l'ont jamais pratiqué, c'est quand tu joues plus au physio devant une boîte de nuit qui refuse de la clientèle plutôt qu'à un mec qui racole devant les restaurants à Saint-Michel. Tu vois, c'est plutôt ça. Mais ça veut pas dire que tu dis non systématiquement. C'est-à-dire que tu vas plutôt mettre de la résistance, toi, sur la capacité du prospect à avancer dans le funnel plutôt que d'essayer de le faire avancer de force. Et quand tu fais de l'anti-vente, les gens s'expriment, quand ils réagissent bien, ils s'expriment beaucoup plus pour essayer de te convaincre qu'ils ont raison d'avancer avec toi. Et c'est là où tu fais, mais en fait, moi, je fais pas du tout ça, monsieur. Je propose pas du tout ce que vous avez l'air de comprendre. Et là, tu repars de zéro. Ça peut être un no-go total, ou ça peut être au contraire, un tout nouveau deal un bingo, parce que no ego, entre guillemets. Nonobstant Nonobstant le fait que... Non, mais il a raison pour ça. L'anti-vente, c'est ce qui vient débriquer toute problématique, peu importe le funnel, en fait. Parce qu'en fait, le problème, souvent, c'est que, tu le sais, toi, t'as rentré dans beaucoup de ventes, moi aussi. C'est l'anti-vente, ils veulent le pratiquer qu'à la fin, en phase de closing. Mais le closing, il se fait à plein d'étapes intermédiaires pendant tout ton process. Il y en a qui vendent sur 6 mois, il y en a qui vendent sur 3 mois, il y en a qui vendent sur 1 mois. Ça dépend de ton délai, mais dans tous les cas, il y a de l'anti-vente à mettre à toutes les étapes parce que c'est con, mais l'humain ne réagit que quand il est dans la merde, pas quand il est en zone de confort. Donc ton rôle, malheureusement, pour vraiment tirer le trait, mais je préfère être caricatural pour que les gens imprennent bien ce qu'on dit plutôt que d'être lisse et au final, ben, ils l'ont écouté et puis ça se barre, quoi. Et demain, ils recommencent leur boulot comme la veille, ils changent pas et pas de changement, pas de changement. Donc vraiment, le truc, c'est qu'en gros, tu dois faire chier. Désolé de le dire comme ça, mais ton rôle, c'est d'être chiant. Parce qu'en fait, la vente, c'est pas un mec au-dessus, l'autre en dessous. C'est 2 mecs au même niveau qui sont capables de dialoguer, de communiquer. Et la communication, c'est justement personne qui prend le dessus sur l'autre quand elle est respectueuse. Et notre rôle de ça, c'est aussi de se faire respecter. Il y en a trop qui veulent pas le faire. les serpillères. Les sales serpillères. Et les serpillères, bah, ça vend des trucs pas chers et ça pleure à la fin du mois. Non, mais c'est les gens qui sont pas, je sais pas pourquoi en fait, ils sont pas capables de ne pas se diminuer face à un prospect parce qu'ils ont une impression que ça les rend plus sympathiques et achetables.
c'est cancérigène de faire ça. Je pense vraiment que ça développe des problèmes de santé graves de faire ça trop longtemps. Burnout, C'est il des arrive. choses qu'on trouve beaucoup dans les métiers hôteliers, restauration, les gens qui sont au service en permanence. Ça développe des trucs très violents dans le long terme, dans les cerveaux, dans les organismes et tout, parce que c'est très mauvais de systématiquement se foutre en paillasson, en serpillière, etc. Ah, ça fait de l'anxiété de fou. Hein. Ouais, non, À c'est terme, vraiment ça pas te bon pour ronge. la vie. Donc ne faites pas ça en fait. Soyez juste vous-même. Et puis quand par contre vous avez un point d'humilité évident sur un sujet parce que vous comprenez rien à un truc qu'on vient d'aborder avec votre prospect, laissez-vous instruire par le prospect et soyez humble de manière organique, quoi. Mais cherchez pas à avoir l'air inférieur parce que c'est pas pour autant qu'on va vous acheter, quoi. On t'achète pas parce que t'es gentil. Ah ouais, ça c'est Et- clair. Comment vous gérez, vous, un prospect qui, justement, arrive, roule un peu des mécaniques, qui essaie de vous transformer en serpillière, quoi, tu vois, qui arrive, qui essaie de l'en imposer. Je pense que Je pense, j'ai une petite idée de quoi vous allez répondre, moi, mais difficilement traitable parce qu'en vrai, j'ai personne qui vient. Alors, Après, je sais que je suis très extraverti, donc c'est peut-être plus difficile de venir exprimer. En plus, les gens, quand ils arrivent en une bande, ils me connaissent, tu vois. Et même quand j'arrive en pros, je suis affirmé quand même. Donc, je pense qu'ils sentent qu'il n'y aura pas trop ce terrain-là et ils y viennent naturellement pas. Et quand j'étais plus jeune, on va dire, genre il y a 10 piges, ça a pu m'arriver une ou deux fois, mais un petit recadrage s'impose, tout amicalement parlant et respectueusement, cordialement, quoi. Mais le recadrage, il est très simple. Celui qui veut te faire passer pour une serpillière, ça dépend sur quelle thématique, comment il l'aborde. Il y a aussi des niveaux d'intensité, je pense. Mais tu lui fais comprendre. Écoute, le but du call du jour, c'est pas que toi, chef d'entreprise, tu viennes imposer ta vision. Si tu viens aujourd'hui, c'est parce que j'ai déjà de un des choses à t'apporter, donc tu devrais juste un tout petit peu plus ouvrir tes oreilles. Et deuxième point, soit on est dans une relation d'égal à égal, soit je raccrocherai. Et je te souhaiterais une très bonne journée parce que je ne préfère pas travailler avec toi. non mais c'est évident en fait. Mais par contre, je pense que beaucoup braillent et disent que ils ont une capacité d'élimination de prospects. Élimination, pour moi, c'est il y a un deal potentiel. Il va falloir passer par des figures d'acrosport, de déviation de sa personnalité et de sa dignité. Mais on sait qu'il y a un deal potentiel. Et la capacité d'élimination, c'est juste de dire, mais, c'est pas moi le bon sales. Sauf que si tu te vends pour ta propre... Enfin, j'en sais rien. Normalement, si on te met en face... Moi, dans les boîtes où j'ai été sales et où il y avait des gens qui bookaient pour moi les rendez-vous, etc., si je tombais sur un prospect de ce type-là, c'est qu'il y avait déjà un mauvais travail qui a été fait en amont, ou SDR. ça peut arriver qu'en fait, la personne qui se présente au rendez-vous soit pas celle qu'on a bookée. Mais bon. Mais plutôt que d'aller mettre en péril les potentiels deals futurs qui pourraient être passés avec d'autres interlocuteurs des deux côtés, il faut juste désactiver l'interaction. Si moi je suis en face d'un prospect, rouler des mécaniques, ça me dérange pas. Ouais, Moi, c'est rouler ça. des mécaniques, je t'envoie des, C'est je plutôt t'en- je t'envoie l'irrespect. des cacahuètes et je rigole un petit peu, je te regarde jusqu'où tu vas. Mais au contraire, hein, enfin, pour les sales, c'est mieux. un peu de la dark force, mais un prospect qui a de l'ego, qui roule des mécaniques et qui veut vous impressionner, ça fait partie des plus simples à closer. Il dira Ça fait- jamais non à la fin. Non, mais il Trop de suffit juste principe. de continuer à le faire parler sur les trucs où il veut bomber le torse. Et vous allez être son meilleur pote. Encore une fois, Dale Carnegie, les gens se rappelleront pas de ce que vous leur avez dit, mais de comment vous les avez fait se sentir. Quelqu'un qui arrive avec un problème de compensation et de bombage de torse, c'est la cible rêvée pour un sales un peu intelligent qui a envie d'utiliser le rapport et les défauts et la force du prospect contre lui, entre guillemets. Après, on vend pas si on veut douiller quelqu'un. Ce que vous vendez, ça doit toujours avoir de la valeur. Mais pour revenir, donc pour les rouleurs de mécanique, ça c'est pas trop un sujet. Par contre, les gens qui ont pas de respect, qui ont un problème de hauteur, d'équivalence des forces et de respect d'autrui, moi je parle pas avec des gens comme ça. Donc en fait, si vraiment ça atteint des sphères impensables, Voilà, c'est ça, c'est mais je te l'intensité. démarre comme je démarrerais n'importe qui dans la rue qui se permettrait d'outrepasser les règles de la bienséance normale. Par contre, si c'est juste des espèces de petites manifestations basiques, et puis tu sais, en call, visio, c'est un peu... Mais si je décide que là, il va me bouffer, et que en plus de ça, il va générer un sale momentum dans ma journée, parce que moi, je suis assez nerveux. C'est-à-dire que quand tu m'énerves, ça va pas forcément se voir au moment où on interagit, mais dans ma journée, je vais être énervé longtemps. Si je sens qu'il est en train de créer du dégât sur tout ça, c'est ma responsabilité de couper pour les bonnes raisons. Et ça m'est déjà arrivé, moi, d'envoyer un connard, pour appeler ça de manière totalement légitime, à un pote à moi qui gère quasiment que ce genre de profil-là, qui fait pas le même business exactement que moi, mais qui l'a closé avec grand plaisir, parce que lui, c'est son game, tu vois, de prendre les ronds aux gens qui sont sur des profils un peu comme ça. Mais je vois pas comment on peut vendre à quelqu'un avec qui on s'entend pas. Je vois pas enfin, ça a dû arriver à des gens par accident, mais c'est comme avoir les clients insupportables dont on parle tout le temps sur LinkedIn. Le mec qui paye à 25 € un produit qui en vaut 8000 et qui envoie 18 SMS par jour, qui paye pas en temps et en heure. C'est exactement pareil. Comment tomber sur un prospect qui vous
qui vous crée de la friction comportementale et qui vous insupporte, n'allez pas dans le... Et vous savez même pas si c'est pas mutuel, hein, si c'est pas autant pour lui que pour vous. Ouais. Donc n'allez pas dans le truc, ça sert à rien. On n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour faire des chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires, il se fait avec les gens qui sont en capacité de nous payer parce qu'ils ont constaté notre valeur et qui nous font confiance. Je vois pas, en partant de cette équation-là, comment on arrive à du chiffre d'affaires. Mais après, ça c'est... Même pire, hein. Souvent, quand tu es sales, alors là, on parlait en tant que fondateur d'entreprise, etc., Ouais. qui gère son bébé, donc c'est un peu plus facile, je comprends, je suis d'accord avec toi. Bah, Mais quand tu tu t'en dois qu'à es toi-même. rentré là-dedans, tu as bien raison, c'est plus Ouais. compliqué. Parce que la notion de ce que je dois aller chercher Ouais. le deal, c'est pas ta boîte, c'est pas ton bébé. Moi, je Bah- dis au sales, si vous vous faites emmerder par votre boss ou votre N+1 parce que vous avez coupé court sans créer de violence, sans créer de conséquences négatives, vous avez coupé court avec un prospect qui vous Changez matchait de pas boîte. du tout et qu'on vous emmerde, barrez-vous de la boîte Voilà, instantanément. on s'est Mais bien instantanément. Genre, Vraiment. merci, bonne journée. Donc Basta. ouais, toujours remettre le point de respect et au pire on fait une passe dé aux copains qui a plus un profil différent d'une autre et que ça dérange pas d'échanger avec ces personnes-là. Comme ça au moins on crée pas de dégâts dans l'entreprise quand on est vendeur. Puis Et après, des fois, ça, comment c'est dire, ciao. juste du hasard. Hein. Ouais, oui. Le type, ou la nana, elle va se comporter d'une manière bizarre avec nous. On change d'interlocuteur, Rien à voir. il n'y a plus de sujet. Et donc, la personne que vous avez envoyée après vous, elle va dire, mais C'est moi, d'ailleurs, il s'est rien passé, il était adorable avec moi. C'est ça qui est Cherchez bien. pas à comprendre. Ça s'est passé comme ça. Point. Voilà. Tout ce qu'il faut, c'est pas créer de mauvais momentum dans aucune direction que ce soit, dans la vôtre, dans la sienne et dans celle de la boîte pour qui vous travaillez potentiellement. Comme ça, t'impactes pas ni l'expérience prospect, ni l'expérience client pour la suite, ni Ouais. tout ce qui pourrait driver la performance de l'entreprise. Mais tu t'es fait respecter, ce qui est quand même la base dans la vie du quotidien. Donc, professionnellement, ça marche aussi. Et vous recommanderiez quoi? Genre vraiment un entrepreneur, pas un sales, Ouais. qui connaît son produit. On va partir du postulat de départ que tout ce qui est satellite et ce qui est conditionnel à une vente un minimum performante, tu vois, c'est-à-dire un peu un marketing, donc un positionnement, un branding, une distribution alignée à minima, tu vois. Donc tout ce qui gravite autour de la vente est relativement solide. Mais on a en face de nous un entrepreneur qui est pas forcément extrêmement compétent sur le sujet. Il arrive sur une planche qui est déjà plutôt plus ou moins savonnée, donc il va pas faire face à un mur, mais c'est pas le plus compétent. Il est pas non plus complètement manche, tu vois, mais il manque des bases. Vous lui diriez quoi là pour qu'est-ce que vous lui recommanderiez, quelques tips concrets méthodologiques pour appréhender ses prochaines ventes de façon plus sereine, un petit peu plus cadrée, un peu plus cadrante, et maximiser ses chances de closing. 5, 4, 3, 2, 1. Viens voir Basile et Massy. Maintenant, l'instant promo étant fait, on peut faire un instant insight. Il y a plein de choses à faire. Maintenant, il faut faire attention aussi à cette thématique-là. De 1, faut se former. C'est chiant, tout le monde l'entend toute la journée, mais ça fait partie de la vie, t'inquiète, j'ai du caf. Et donc, tu dois apprendre. Maintenant, si vraiment c'est en toi, que c'est ancré, que c'est pas fait pour toi, bah tu t'entoures. Fin. Tu peux pas être exceptionnel dans tout. Donc, sois exceptionnel dans ta zone de génie. Entoure-toi des meilleurs dans le reste. Tu seras beaucoup plus scalable qu'en essayant d'aller contre ta nature personnelle. Et c'est pas le but du jeu. Parce que si tu le vis comme une souffrance, ne le vis pas tout court. Ça revient au même que ce qu'on disait dans la notion d'irrespect. L'irrespect, c'est envers autrui. La souffrance envers soi-même, elle doit pas être vécue. Alors attention, pas de discours de fragile ici. Il faut quand même de la douleur. Mais il y a un monde entre douleur et souffrance. Se faire mal, c'est bien. C'est comme au sport, on se fait mal pour avoir des résultats. Mais si on le vit mal, si on le ressent mal, arrêtons-le. Parce que ce sera 100 fois plus anxiogène que de prendre quelqu'un qui est le meilleur sur le sujet. Et qui lui le vit bien. Parce que toi, pendant ce temps-là, tu peux développer ce que toi, tu sais vivre correctement et agréablement. On n'est pas les meilleurs dans tout, on est juste les meilleurs dans notre zone de génie. À vous de l'exploiter de la meilleure des manières sans se prendre trop la tête. Ouais. Moi, je ferais la distinction entre deux, par rapport au portrait que tu faisais de l'entrepreneur. Il y a l'entrepreneur qui est handicapé pour vendre, dans le sens le plus total. C'est-à-dire que c'est pas possible. assez bien en général. C'est pas possible du tout. Et je lui en acquiers aucune responsabilité. Je n'en attribue aucune responsabilité. Et puis, il y a l'entrepreneur qui est juste pas ouf. Donc, ça ressemble plus à ce que tu avais l'air de dire, tu vois. Il y a personne qui est ouf au début de sa carrière de sales. Surtout pas les sales qui vous disent qu'ils étaient ouf. Alors, moi, ma kryptonite, c'est les sales qui vous racontent, les entrepreneurs et les sales, c'est mon délice. C'est ceux qui vous racontent qu'à 3 ans, ils vendaient déjà.
dans la cour de l'école. Eux, je te jure, si je pouvais prendre 200 mètres d'élan et d'arriver derrière, c'est juste mettre une petite tape derrière la tête, des espèces d'évidences rétrospectives, biographiques, un peu nasses comme ça, là. Personne n'est vendeur par nature, dans le sens où la gouaille, le baratin, la mise en valeur de choses, le storytelling, qui sont des compétences qui peuvent servir à la vente en fonction de ce que vous vendez, c'est très cool, mais c'est pas du tout ça la vente. La vente, c'est la compréhension et l'aide à la décision de via quelqu'un qui se met en face de nous et qu'on a attiré. Tu parlais on a posé un branding fort, etc. Donc, si l'entrepreneur il est pas ouf, il faut déjà qu'il se dise, mais c'est comme dans plein de choses, c'est pas parce que ton premier jour à la salle, tu te mets entre deux bodybuilders à 150 kilos chacun, qui sont dans des qualis musculaires que t'atteindras jamais, qu'il faut t'arrêter. On a tous soulevé un jour un poids qui nous a donné honte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a plein de gens qui le disent pas, mais moi, la première fois que j'ai pris mon max à peu importe quel exercice et que j'ai vu que c'était ça mon max et que le mec d'à côté, il faisait la moitié de mon poids et lui, il était deux étages en dessus, et bah tant pis. Il faut commencer à un endroit. La priorité, donc l'insight que je donne à cet entrepreneur, c'est assume ton départ. Assume que c'est là que tu commences. Si t'es naze en ça, ton job, c'est d'identifier c'est quoi les chaînes que t'as au pied. Donc pour ça, regarde des gens vendre, écoute des gens vendre. Si c'est entrepreneur, je lui déconseillerais de tomber dans la rabbit hole de la littérature sales, qui de toute façon est une des littératures les plus éclatées de la planète. Pour l'instant, il y a vraiment très très peu de valeur dans la littérature sales. La littérature entrepreneuriale, c'est très différent de la littérature sales. La littérature sales, déjà, même US, elle est datée de 40 ans pour la plupart. Je sais pas si des gens se rendent compte de ça, c'est que les bouquins qu'on fait lire aujourd'hui aux gens dans les boîtes 2023, c'est des bouquins des années 80, tu vois. Il y a rien qu'à bouger depuis. Alors, il y a des petits, évidemment, il y a des add-ons et des trucs un peu intéressants, mais c'est pas une bonne littérature et c'est pas un bon rabbit hole dans lequel tomber la littérature sales. Je l'ai fait, j'ai perdu énormément de temps pour rien. Donc, je lui déconseillerais d'aller faire ça, je lui déconseillerais de s'asperger de contenu en pensant trouver le hack, je sais pas quoi. Il n'y a pas de hack dans la vente. Par contre, se regarder, peut-être s'entraîner, hein, peut-être essayer mais vraiment aller chercher la difficulté, et identifier ses points faibles, et après intentionnellement pratiquer pour progresser. Et accepter qu'il atteindra peut-être jamais un niveau incroyable. Son seul job, s'il prétend être entrepreneur, c'est de donner une chance à sa boîte de vivre. Si tu t'empêches de vendre, alors que tu en as même une maigre capacité, t'es pas entrepreneur. T'es juste un rêveur qui croit qu'il veut faire quelque chose. Si tu t'empêches de vendre au début, en early pur, t'as pas encore les moyens de payer quelqu'un de plus compétent, mais c'est pas grave, mais fais pas une boîte. Le sens d'une boîte, c'est d'avoir une chance de vivre. Sans vendre, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il y a aucune boîte qui s'est vendue toute seule. Bon, donc fais ce que tu peux avec ce que t'as, et dès que t'as fini de bricoler, si vraiment, comme disait Massy, ça crée de la friction, il disait, il y a une différence entre douleur et souffrance. Moi, j'irais dans le sens, il y a une différence entre douleur et lésion. Ouais. Tant qu'il y a de la douleur, même si elle est ultra hardcore, c'est que de la douleur, c'est qu'un signal. Le jour où il y a une lésion, le jour où il y a une blessure, c'est plus de la douleur. Évidemment, la blessure entraîne de la douleur en plus de la douleur elle-même, mais une lésion, c'est très différent seulement de la douleur. Les gens qui sont capables, et je pense que tu pousses, on a l'air de tous être un plus ou moins sportifs, mais on peut avoir très très mal parfois dans certains exercices et pour autant on n'est pas en danger. On n'est pas en train d'aller dans une direction dangereuse. Il faut être quand même capable de faire gaffe. Mais si tu t'arrêtes à la moindre douleur, tu progresseras pas. Mais par contre, si tu t'arrêtes pas à la lésion, t'es juste débile. Donc, même si c'est extrêmement douloureux pour un entrepreneur de vendre au début, t'as pas le choix, mec. Si t'as voulu lancer ta boîte, tu dois vendre. C'est ton job numéro 1 plutôt que de développer la nouvelle feature, de parler de je sais pas quoi. Mais dès que t'as la possibilité, soit tu te formes, comme disait Massy, soit tu te fais aider. Externaliser, internaliser, c'est toi qui décides de quelle branche tu veux solliciter. Donc vraiment, l'insight que je lui donnerais, c'est démerde-toi pour survivre le temps que tu génères le cash pour embaucher ou payer quelqu'un pour le faire à ta place. Et après, crois-moi, le soulagement, il va être x10. Mais c'est super libérateur ce que vous dites depuis tout à l'heure et votre philosophie de la vente. Parce que là où justement les livres, la littérature sales dont tu parles, a tendance à packager une méthodologie très... c'est US Market en plus, qui n'est pas adapté à la France. Il faut le dire tout de suite. Ouais, l'ingénierie relationnelle n'est pas du tout la même, déjà culturellement parlant. Non. La France, c'est très atypique à un niveau mondial. Hein. On a des pays les plus anxieux quand tu reçois un vendeur, faut le dire. Mais t'as un effet de potentiation de malade. C'est-à-dire que c'est que quand t'es bon, bah t'as un levier. Mais la potentiation, elle se joue dans, par exemple, si t'es un bon sales en France, tu te retrouves dans un milieu anglo-saxon par la suite. Ouais. Mais c'est exceptionnel. Mais là tu t'exploses tout parce qu'effectivement c'est beaucoup plus straightforward, ça va beaucoup plus. On y viendra. Mais c'est libérateur ce que vous dites parce que là en gros ce que vous expliquez c'est que l'idée c'est pas de reposer comme les livres vont vendre sur des méthodes
playbook sur étagère, suis le script point par point. Non, c'est pas la straight line de Jordan Belfort qui a ses avantages. Voilà, faut s'en faire une boîte à outils éventuellement, mais il faut pas appliquer le truc bêtement et méchamment. Mais ce que vous dites, c'est que en fait, la vente, c'est des premiers principes. C'est la base. C'est des premiers principes. C'est de l'écoute active, c'est de la pure empathie, c'est l'alignement dont vous parlez entre problème, solution. C'est de l'ingénierie relationnelle, s'assurer que effectivement il y a une confiance qui est créée, il y a une cohérence dans les propos, et puis il y a une projection mutuelle vers un avenir commun en fait. On en revient à ces choses-là quoi. Et l'objectif maintenant c'est de s'assurer que le dialogue à tout moment permet cette belle avancée mutuelle. Mais je pense que ça c'est libérateur justement pour quelqu'un qui est néophyte en vente et qui a ce besoin de vendre, de se dire putain, ça m'est accessible. Et bien sûr. Ça rend potentiellement la progression, c'est-à-dire passer du 0 à 1 potentiellement facile, enfin franchement c'est un des métiers où tu peux passer le plus facilement du 0 à 1. Faut juste te confronter, t'analyser et après continuer d'évoluer. Par contre, le fait qu'il y ait moins de méthodes va faire que potentiellement passer de 1 à 2 et de 2 à 10 va être un petit peu plus compliqué parce que t'as pas de programme d'entraînement en tant que tel sur lequel te reposer. Par contre, moi, ce que je recommande aux entrepreneurs qui nous écoutent, si votre objectif, là, à court terme, c'est de vendre, si vous êtes en objectif cash et vous êtes toujours en objectif de cash, en fait, entraînez-vous comme en sales. Trouvez-vous un sparring partner avec des entrepreneurs, des pairs à vous. Faites du sparring en fait. Faites des gars qui ont un honest feedback, parce que s'ils ont la langue dans leur poche, ça va te faire parfois. Mais t'enregistres tes appels, tu te réécoutes, sois critique envers toi-même, sois ton propre sales en fait. Et mécaniquement tu vas progresser. Par contre, c'est sûr que si tu te reposes que sur le peu de leads que tu génères, en tout cas au début, pour assess tes capacités à vendre. Forcément la valeur numéraire, la quantité de tes interactions est pas suffisante pour te permettre de progresser suffisamment vite quoi. Donc moi en tout cas c'est ce que si je rembobinais il y a 4 ans, je pense que c'est ce que j'aurais tendance à implémenter et ça me permettrait de vendre plus et plus cher. Tu vois. Tu cherches pas à être le meilleur, cherche juste à faire. Et après tu chercheras à devenir meilleur. Puis la vente, alors je dis ça, moi j'ai été sales mais la vente, c'est pas une qualité. Non. C'est-à-dire que c'est pas un pouvoir, c'est pas une qualité, c'est pas une onction divine qu'on te donne et qui te sépare du commun des mortels. C'est juste un hasard pur que toi, tu sois compatible. Alors attention, il y a plein de sales, tu les prends, tu les changes de secteur, tu les changes de type de persona, tu les changes de complexité de produit, tu les changes de B2B, B2C, machin, ils s'écroulent. Et c'est là où les vrais sales qui sont normalement nécessairement résilients, normalement tu peux pas survivre dans le sales si t'es pas un peu résilient. Faut rappeler quand même aux gens que le sales, tous les trimestres, c'est 0. T'es monté à 800, 300K, 4 millions, boum, tu redescends à 0 et tu remontes. Même tous les mois, ça dépend de la culture. Tous les mois. Alors, tous les mois, faut vraiment avoir envie de rendre tes sales dépressifs. Mais ça existe, attention, je sépare les BDR et les mecs qui closent vraiment, tu vois. Pas trimestriellement. Mais donc, c'est des gens qui sont nécessairement, normalement, résilients. En tout cas, je pense. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, soyez jamais fascinés par la vente. La vente, c'est une personne qui a toutes les bonnes raisons d'effectuer un achat, qui se retrouve, mais qui ne le fait pas seul, qui se retrouve en face d'une personne qui a toutes les bonnes informations, en théorie, pour aider cette personne à effectuer son achat, et qui s'intéresse naturellement à l'autre, et donc qui, grâce à la compréhension qu'elle a de l'individu, va l'aider dans sa décision. Il n'y a aucun acte manipulatoire, il n'y a aucune feinte, il n'y a aucune douille, il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de vente en emprise. Enfin si, mais c'est plus de la vente, c'est de l'escroquerie, de l'abus de confiance, de l'abus de faiblesse, et ça existe pour de vrai. Mais les vendeurs n'ont d'autre talent que de s'évertuer à améliorer leur compréhension de leurs prospects. Ils n'ont aucun talent qui ne les concerne pas eux. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme si tu t'essayais de rentrer du stoïcisme dans ça. C'est tant que ça te concerne pas toi, en tant qu'entrepreneur ou vendeur qui veut t'améliorer, tant que tu parles de ton prospect, t'es pas en train de regarder le bon truc. Si tu crois que tu vas le changer de sens, le manipuler, lui générer de la confiance, tout ça, c'est des conséquences naturelles du seul et unique fait que t'es bien dans tes appuis, que tu sais travailler pour comprendre. Et le seul job d'un sales, c'est de comprendre c'est quoi la situation actuelle et la volonté de ton prospect, sans aucune intention de l'influencer, sans aucune intention de l'aiguiller ou quoi que ce soit, juste d'avoir la vérité. Tu vois, si tu sais que Timothée, quand t'étais en CM2, il voulait pécho Sonia,
et que toi, tu as un moyen d'arranger le coup entre Timothée et Sonia, le jour où tu sais que Timothée il veut pêcher Sonia et que tu sais que Sonia elle est open, tu sais que t'es de la valeur sur pattes. Et les deux, ils s'ignorent, ils savent pas. Tu vois, je sais pas si la métaphore était bien choisie, mais elle était un peu récessive, mais C'est sans le vécu. t'es le seul mec qui sait. Non, mais on a tous été des. Je pense que beaucoup de ça, ils ont été des entremetteurs à un moment donné. T'es le seul sur Terre qui sait que les deux devraient se parler. On peut pas résumer la vente mieux que ça. Sonia, c'est le produit. Alors, là, me tombez pas sur la gueule. Non, Timothée, c'est le produit. Enfin, Métaphysiquement, là, mais c'est tu vois, métaphysique, en là, comme métaphysique, réflexion. tu vois, et il y a quelqu'un qui crève d'envie d'atteindre tout le bénéfice et toute la valeur que propose le produit. Et toi, t'es le seul à savoir qu'il faut que ça se passe. Tu crées le pont. T'as besoin de manipuler personne. Tu peux faire preuve de tact parce que tu vas tomber, on parlait de profils, de communication différents. Tu vas pas massacrer ta vente parce que t'arrives avec ton truc, avec ta personnalité ou quoi. Mais ton seul job, c'est de mettre les deux l'un en face de l'autre à un degré de compréhension suffisant. Basta. C'est tout. Il y a pas de talent, il y a du talent comportemental et intellectuel certainement, mais qui va aussi, demain t'es pianiste, qui va jouer aussi parce que t'es pianiste, c'est pas parce que t'es sales, tu vois. Donc, bien qu'étant sales, je déconseille aux gens d'être fascinés par les sales et plutôt de considérer que c'est juste des gens qui sont vitaux pour la survie des écosystèmes et qui mettent au service des entreprises qui prétendent avoir envie de survivre et de croître leur temps et leur capacité à mettre sur le même canal quelqu'un qui veut acheter et quelque chose qui peut être acheté, c'est tout. De toute façon, c'est tout écosystème et question d'alignement. Le problème des gens, c'est justement qu'ils veulent, en France, je précise, séparer le sales du reste. Ça fait juste partie d'une des briques qui compose votre belle maison entreprise. C'est tout. D'ailleurs, moi, mon problème majoritaire au quotidien, quand on est en gestion client, l'alignement marketing sales, CMO directeur co. Quand je viens et qu'ils se tirent dans les pattes, étonnez-vous pas que la croissance se tire dans les pattes elle-même. C'est con, mais s'il n'y a pas d'alignement, mais il n'y a rien derrière. Parce que le marketing fait un travail qui facilite la vente. Les vendeurs font un travail qui facilite aussi le travail de user research en marketing, qui facilite du coup un travail pour les vendeurs, et hop, la boucle est vertueuse. Faut pas être ennemis les uns des autres. Les mecs qui délivrent facilitent aussi le job de satisfaction, et donc pas de décommissionnement vendeur. Derrière, il y a le support. Toutes les fonctions support facilitent justement la structuration de l'entreprise pour sa croissance, et donc l'un dans l'autre, tout revient. Tout n'est que système. Il faut arrêter de vouloir siloter. C'est compliqué. Le silotage en France, il est très fort, très prononcé. Mais en fait, les meilleures entreprises, celles de demain, c'est des entreprises totalement désilotées, qu'elles le veuillent ou non. Et celles qui sont aujourd'hui silotées et qui veulent pas se désiloter, elles vont mourir. Et je suis peut-être un peu extrémiste de le dire, mais c'est comme ça. Que ce soit dans 5, 10, 20 ans, on vit avec un univers où la technologie va plus vite que nous. C'était pas pareil il y a 20 ans. C'est le cas aujourd'hui. Donc, soit tu désilotes, soit tu te feras sauter. La technologie, elle sera plus smart que nous, elle sera plus rapide que nous, elle ira plus vite que nous. Donc, faut être capable de juste comprendre que c'est un travail d'équipe au sens large et pas de micro-équipes dans une équipe. Ça marche pas. Au foot, t'as pas les défenseurs qui sont une équipe contre les attaquants. Ils sont dans la putain de même équipe. Sauf que dans le monde de l'entreprise, c'est ce qui se passe. Et c'est ça qu'il faut que ça cesse. Sinon, ça marchera jamais.